Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, il est exactement 9 heures et on va débuter ce colloque sur l'océan et les changements climatiques. Alors, en attendant que certains participants arrivent, en fait, je vais faire quelques généralités sur le colloque et sur le sujet. Donc, le colloque, eh bien, c'est en même temps un colloque des séminaires de la chaire du Collège de France et en même temps un colloque qui est tout à fait ouvert avec ces scientifiques français, comme vous allez le voir, mais encore une fois, qui sont tout à fait inclus dans la communauté internationale qui s'occupe en fait de l'océan, des changements climatiques. Et vous allez voir que c'est un domaine qui est en fait très large. Ce matin, après une introduction en fait sur le sujet assez variée, nous allons écouter en fait essentiellement des communications de biologie. On va parler du gaz carbonique, on va parler de la biomasse marine, de la biosphère marine. L'après-midi va être plutôt focalisé sur les aspects physiques, en particulier des paramètres comme le niveau de la mer, les courants marins aussi seront abordés. Et dans un dernier tiers, nous allons parler en fait de la modélisation océanographique et climatique numérique, donc modélisation numérique, qui permet à la fois de mieux comprendre les événements qui se sont passés ou qui se passent actuellement, et pour les mettre en cohérence les uns avec les autres et essayer de les comprendre quantitativement. Et bien évidemment aussi, l'autre aspect de la modélisation, c'est de pouvoir faire des projections vers le futur, parce que, effectivement, toute cette thématique est sous-tendue par le problème du réchauffement mondial actuel. Donc ce matin, juste après mon introduction, nous écouterons David Antoine, qui nous vient de l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, puis ensuite Jean-Pierre Gattuso, qui nous parlera de l'acidification de l'océan. David Antoine nous parlera de la couleur de la mer obtenue par satellite pour étudier le plancton. Et cet après-midi, donc, nous verrons d'autres aspects plus physiques concernant l'océan. Alors, en préambule, j'aimerais aussi vous rappeler l'existence et l'ouverture, en fait, le mois dernier, d'une grande exposition à la Cité des Sciences de la Villette, qui s'appelle « L'océan, le climat et nous ». D'ailleurs, incidemment, les quelques orateurs et participants présents dans la salle étaient membres du comité de pilotage de cette exposition. Et en parallèle, nous avons rédigé un livre, un beau livre qui est effectivement essentiellement de la vulgarisation élaborée avec des très belles photos. C'est un très bel ouvrage, « L'océan, le climat et nous », un grand format, un équilibre fragile, qui est édité aux éditions du Pommier et Univers Sciences. Donc, quelque chose où vous allez retrouver de nombreux éléments, quelques éléments de ce qui va être dit aujourd'hui, mais encore une fois, le colloque et les séminaires du Collège de France vont être d'un niveau nettement plus élevé au point de vue technique. Alors, mon rôle, en fait, c'est de faire une introduction sur le rôle de l'océan dans le système climatique. Pour démarrer sur des choses absolument triviales et simples, l'océan est un compartiment majeur en fait, du système climatique. Il faut bien avoir en tête que le système climatique ne se limite pas à l'atmosphère. Le système climatique, c'est un système complexe en fait, qui est composé de plusieurs enveloppes, plusieurs enveloppes fluides, plusieurs compartiments qui échangent entre elles de la matière, de l'eau, du gaz carbonique, de l'énergie, de la chaleur, de l'énergie mécanique, en particulier le stress du vent, pour l'océan, comme nous allons le voir. Et ces différents compartiments, en fait, ont des constantes de temps qui peuvent être très variées. On a l'atmosphère, la cryosphère, c'est-à-dire toutes les glaces de la planète, l'hydrosphère, en particulier l'océan qui contient l'essentiel de l'eau libre de la planète, et la lithosphère, la biosphère, à la fois continentale et marine. Donc des choses dont nous allons parler. Et ce système climatique, dans son ensemble, eh bien, il est perturbé en permanence parce que ce que l'on appelle des forçages externes au système climatique, qui peuvent être soit d'origine astronomique, soit d'origine interne. Les perturbations les plus évidentes, c'est le cycle saisonnier, qui en permanence déstabilise le climat, mais il y en a d'autres, il y a des phénomènes qui sont irréguliers. Et à cause de ces forçages et de la dynamique interne, eh bien, il y a une variabilité intrinsèque, naturelle, du système climatique. Alors, pour remettre encore une fois dans le contexte récent, il est intéressant, j'aurais pu vous montrer le réchauffement mondial à partir des mesures, de la compilation des mesures de température de surface à l'échelle mondiale. Ici, c'est l'équivalent, en fait. Ici, la source est celle du Hadley Center, donc de l'université d'East Anglia. Vous avez ici les anomalies de température moyennées à l'échelle mondiale. L'océan se réchauffe, comme l'atmosphère en surface.
avec, comme vous le voyez ici, sur la période qui nous concerne, enfin, le dernier siècle, pratiquement 1 degré Celsius de changement de température, alors avec une incertitude qui varie au cours du temps. Il est clair que les données de température de ce surface n'étaient pas légion au début du siècle, mais encore une fois, une réalité du réchauffement qui affecte l'océan en surface. Mais pas seulement, parce que le réchauffement se propage en profondeur par diffusion de la chaleur et par advection, les deux termes, diffusion-advection. L'advection est essentiellement réalisée par les courants marins qui ont tendance en fait à propager le signal de température vers les profondeurs de l'océan. C'est d'ailleurs une des meilleures preuves que le réchauffement existe, c'est qu'il affecte l'océan, comme la capacité, la chaleur thermique spécifique de l'eau est très importante. Eh bien, si on exprime le réchauffement mondial en termes de stockage de la chaleur en joules ou en calories, eh bien, plus de 85% du réchauffement, enfin de l'excès de chaleur est actuellement stocké dans l'océan. Donc c'est véritablement un réservoir très important, le principal réservoir de chaleur pour cet excès. On voit sur cette vue, en fait, juste pour rappel, une vue imagée qui montre quelques moyens techniques en fait utilisées par les océanographes et les scientifiques pour obtenir de l'information sur les températures de l'océan. Ça peut se faire soit à partir de satellites en regardant dans les infrarouges, soit à partir de mesures sur des courantomètres et d'autres choses qui sont déployées dans l'océan, ou des bateaux océanographiques, ou depuis quelques années par tout un système de flotteurs Argo, il y en a plus de 3000 qui se baladent un petit peu dans l'océan au gré des courants et qui récupèrent de l'information et l'envoient aux scientifiques pratiquement en temps réel, ce qui nous permet en fait de mesurer les changements de température. Donc voici ici sur la partie droite un profil de température intégré qui résume un petit peu le résultat des courses, en tout cas en 2003. Il s'agit en fait d'un profil intégré de changement de température entre l'année 2003 et l'année 1955, donc essentiellement tout étant positif. Vous voyez que l'essentiel du changement de température est confiné à la première centaine de mètres de l'océan, donc ce qu'on appelle la couche mélangée, donc de l'ordre de 5/10 sur cette période de temps, et un changement de température qui affecte pratiquement le premier kilomètre, avec un changement qui n'est pas très important au point de vue numérique, au point de vue degrés Celsius, mais comme la chaleur spécifique de l'eau est très importante, ça correspond à un stockage énergétique absolument colossal, de l'ordre ici de 1/10 de degré, et il y a des changements de température aussi qui affectent l'océan profond, avec des mesures réelles et puis des débats encore actuels sur la propagation de ce signal dans les grandes profondeurs. Alors nous allons en parler cet après-midi, ça va être une partie du sujet de la conférence de Annie Cazenave. Eh bien, le niveau de la mer est aussi un paramètre qui bouge depuis un siècle. Donc tout à l'heure, je vous ai montré que l'océan se réchauffait et qu'on voit à peu près 1 degré Celsius depuis un siècle. Eh bien, le niveau de la mer est aussi un paramètre qui évolue à l'échelle mondiale, à l'échelle locale. Bien évidemment, pour montrer justement une évolution temporelle sur un siècle, il faut moyenner de nombreuses données obtenues par des marégraphes, ce qui permet de remonter pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec une incertitude qui est moins bonne que pour la période actuelle, en particulier puisque maintenant on a des satellites qui mesurent ça de façon encore plus fine. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a effectivement une augmentation, une accélération, une augmentation du niveau de la mer de l'ordre de 20 cm sur cette période de temps, avec un taux moyen de quelques millimètres par an. Donc un paramètre, et les deux choses sont liées partiellement, mécaniquement, comme vous allez le voir. Une partie de cette augmentation du niveau marin est liée à l'expansion thermique de l'océan. Mais je vous laisse un peu de suspense pour savoir dans quelle mesure. C'est Annie Cazenave qui vous le dira. Alors l'océan, ce n'est pas une flaque d'eau, c'est aussi un fluide animé de mouvements comme l'atmosphère. Il est animé à la fois en surface par une circulation complexe avec des courants marins, en particulier à très grande échelle. Lorsqu'on monte comme ça un diagramme et qu'on se place dans le fond de la salle, tout ce qu'on voit, c'est en fait ces grandes gyres océaniques avec des courants marins, en particulier très intenses sur les bords ouest, ce qu'on appelle les courants de bord ouest, comme le Gulf Stream ici, le Kuroshio à ce niveau-là. Vous avez, on en parlera un tout petit peu, le courant des aiguilles qui permet aussi certains échanges entre l'océan Indien et l'Atlantique. Donc des courants marins de surface qui sont essentiellement liés à l'action mécanique du vent, et en profondeur, une circulation aussi à l'échelle mondiale qui, de façon très simplifiée, peut être imagée par ces grands rubans à la fois qui
qui véhicule de l'eau en surface, avec les petites flèches que vous voyez ici, et en profondeur, dans les profondeurs de l'océan, vers plusieurs kilomètres. Et bien évidemment, pour qu'il y ait communication entre les deux compartiments, il faut qu'il y ait des zones de plongée d'eau profonde. Nous en avons dans l'hémisphère nord, au niveau de l'Atlantique Nord, dans la zone de la mer du Groenland, la mer du Labrador, et dans la zone australe, en particulier la mer de Weddell. Donc des communications entre les couches superficielles de l'océan et les couches profondes, et une circulation à très grande échelle, qui, encore une fois, est résumé pour les besoins de la simplification par des rubans. Il ne faut pas s'imaginer que dans l'océan, il y a un tuyau à ce niveau-là et pas un côté. C'est vraiment une moyenne générale du courant que vous voyez là. Donc une circulation qui existe depuis que l'océan existe, donc qui a varié dans sa géométrie, dans son intensité, mais ce qui est important, c'est que, eh bien, on va essayer de regarder quels sont les changements de ces courants marins qui affectent le climat. Alors, une façon aussi de bien montrer, de bien illustrer l'importance, le rôle fondamental en fait de l'océan dans le climat, c'est aussi de représenter, enfin de bien montrer que l'océan participe en fait au transport méridien de chaleur. Bon, les enveloppes fluides, heureusement que les enveloppes fluides, atmosphère et océan existent sur Terre, parce que c'est elles, en fait, qui répartissent la chaleur excédentaire aux tropiques, liée à l'incidence des rayons du soleil, vers les hautes latitudes. S'il n'y avait pas les enveloppes fluides, eh bien, les contrastes thermiques seraient bien plus importants sur une planète sèche. Et eh bien, c'est essentiellement l'océan et l'atmosphère qui se donnent la main pour transporter la chaleur. Donc voici un diagramme en fait compilé à partir des mesures et de calculs effectués par essentiellement Kevin Trenbert et Faciulo, qui regardent en fait en fonction des latitudes et qui expriment en fonction des latitudes les transports de chaleur intégrés, exprimés en 10 puissance 15 watts, en pétawatts, en millions de gigawatts. Donc ce sont des transports absolument colossaux. Il faut savoir que le maximum, à peu près vers 30-40 degrés nord, de transport dans l'hémisphère nord, ici, si on regarde, pratiquement le diagramme est quasiment symétrique entre les deux hémisphères. Les deux enveloppes, océan et atmosphère, servent, entre guillemets, à transporter de la chaleur depuis les tropiques vers les pôles, et on a un maximum du transport intégré de l'ordre de 6 pétawatts, qui est situé vers 30-40 degrés nord. Et dans ce transport, eh bien, il y a une partie qui est liée notamment pour les basses latitudes, qui est liée à l'océan. Ici, vous voyez que l'océan transporte, la courbe noire qui représente en fait le transport océanique pour l'hémisphère nord, transporte à peu près 2 pétawatts. Une autre partie est transportée par l'air sec, et puis une autre partie encore, ici qu'on voit moins puisque c'est avec les pointillés, c'est le transport qui est réalisé par la chaleur latente, donc évaporation et précipitation à un autre endroit. Donc classiquement, on l'attribue elle est transportée, cette chaleur latente, par l'atmosphère, mais il est clair aussi qu'elle affecte l'océan, donc on peut quasiment dire que c'est une collaboration entre les deux enveloppes que sont l'air et l'océan, pour transporter justement de la chaleur de façon un peu différente de ce transport direct par apport de masse d'eau plus ou moins chaude ou froide. Donc le diagramme est quasiment symétrique par rapport à l'équateur, notamment si on considère le transport intégré. Vous voyez que le total est de 6 pétawatts vers le nord et de 6 pétawatts vers le sud pour l'hémisphère sud. Donc, fort heureusement encore, les deux enveloppes fluides servent à nous garder de gradients trop importants, mais en plus, on peut regarder un peu plus finement les différentes contributions, notamment les contributions océaniques. Alors, si l'on regarde les courbes bleues, en fait, en particulier, donc l'océan, on voit que globalement, il y a une contribution qui est symétrique entre les deux hémisphères lorsque l'on prend le transport intégré, mais lorsque l'on commence à disséquer les choses en regardant les océans les uns après les autres, on voit que les choses se compliquent notablement. Si l'on prend l'océan le plus simple, le Pacifique, eh bien, il montre une symétrie qui est réminiscente en fait de la symétrie nord-sud globale. Vous voyez ici les traits, cette courbe ici représente le transport par le Pacifique. On voit que le Pacifique transporte vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud, donc il fait bien les choses. Mais par contre, si on considère l'Atlantique, eh bien on voit que de façon surprenante au premier ordre, que l'Atlantique en fait transporte de la chaleur vers le nord, à la fois dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. On est toujours ici situé pour la courbe qui représente l'Atlantique, avec des transports qui sont toujours vers le nord. Dans l'hémisphère sud, eh bien, il y a un transport intégré de chaleur du nord vers le sud. Donc ça, c'est une première
constatation, enfin, au premier ordre, une première illustration de l'importance fondamentale en fait de l'océan pour le stockage et le transport de la chaleur. Alors pourquoi l'océan Atlantique est-il aussi dissymétrique? Eh bien, c'est parce que globalement, lorsqu'on calcule le transport intégré, lorsque l'on considère en particulier les températures, ici vous avez une section de température nord-sud pour l'Atlantique en fonction de la profondeur. Alors c'est toujours très exagéré. Ici, on a 6 km de profondeur. Eh bien, tout se passe. Vous avez ici en toile de fond les isothermes. Bon, il fait plus chaud en surface qu'en profondeur. Vous avez des températures de l'ordre un peu au-dessus du 0 degré en profondeur, mais guère plus, alors qu'en surface, eh bien, on peut trouver des températures sous les tropiques de l'ordre de plus de 20 degrés. Donc tout se passe comme si, eh bien, il y avait à peu près 20 millions de mètres cubes par seconde, ce qu'on appelle des sphères-drup, 20 sphères-drup, qui se baladent du sud au nord avec une vingtaine de degrés Celsius, et plus en profondeur, eh bien, un courant de retour, entre guillemets, qui essentiellement va constituer ce qu'on appelle l'eau profonde nord-atlantique, avec un flux de l'ordre de 15-20 millions de mètres cubes par seconde, avec des températures beaucoup plus faibles, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit au départ, un passage entre une convection profonde au niveau de l'Atlantique Nord. Et lorsqu'on fait le bilan des courses entre ce transport de chaleur et ce transport de retour, eh bien, on peut recalculer le 1 pétawatt de chaleur qui correspond justement au gradient de température et à ces transports intégrés de 20 millions de mètres cubes par seconde et qui correspond peu ou prou à ce que je vous ai montré, calculé de façon beaucoup plus fine par Kevin Trenberg. Alors, sur ce diagramme, en fait, on voit très bien une asymétrie dans les isothermes pour l'océan Atlantique intégré. On voit très clairement ici que les isothermes vont plus profondément que dans la partie sud de l'Atlantique. Tout ça est lié en fait à ce courant et à cette convection profonde et à cette dynamique de l'océan profond avec l'eau profonde nord-atlantique. Une façon de le voir encore plus facilement, c'est de considérer les signatures en salinité des masses d'eau profondes. Alors de façon statique, ici, vous avez une cartographie, enfin une section en salinité en fonction des latitudes, moins 50 sud jusqu'à 60 nord, des salinités de l'Atlantique qui montrent, en fait, qui permettent de matérialiser, en fait, de contourer les différentes masses d'eau, les eaux antarctiques intermédiaires, l'eau profonde nord-atlantique, l'eau antarctique de fond, que l'on voit ici. On aurait pu mettre une flèche parce qu'elle se déplace essentiellement du sud vers le nord, mais on voit très clairement une langue d'eau salée qui correspond à cette NADW, ou eau profonde nord-atlantique, qui transporte un flux de l'ordre de 15-20 millions de mètres cubes par seconde. Alors ça, c'est une vue qui est statique. Ce qui nous intéresse aussi à l'heure actuelle, c'est la dynamique des choses et la variabilité de cette eau profonde nord-atlantique. Et les scientifiques, les océanographes en particulier, ont pu mettre en évidence en fait des variations systématiques de la salinité entre les années 60 et 90. Ici, il s'agit du même diagramme. Pratiquement, c'est une superposition des variations systématiques qui ont eu lieu sur ces masses d'eau entre les années 60 et 90. C'est essentiellement un travail de compilation de données qui a été réalisé par un groupe qui est à Woodsole, avec, comme on le voit ici, essentiellement un signal fort intertropical avec une augmentation de la salinité intertropicale jusqu'à pratiquement quelques centaines de mètres, voire à 1 kilomètre de profondeur, et un abaissement de la salinité à haute latitude, en particulier pour la zone de la mer du Labrador. Donc on a des contrastes qui ont l'air de montrer des transferts d'eau, en fait, des basses latitudes vers les hautes latitudes. On pourrait aussi considérer ce qui se passe dans l'hémisphère sud avec une baisse généralisée de la salinité. Donc on a déjà des preuves d'un changement de l'océan. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur quelle est la mécanique, parce que c'est très complexe, on le reverra avec les autres orateurs, mais c'est déjà, je vais passer en revue, en fait, des changements détectés, sans vraiment aller dans les détails, et aussi sur aller trop dans la preuve, je dirais, statistique de la réalité en fait du phénomène. Mais à l'heure actuelle, les données suggèrent effectivement une variation de salinité intertropicale et à haute latitude. On peut aussi regarder la courantologie. Donc là, j'ai pioché quelques exemples. Je ne peux pas passer en revue en 40 minutes, en 45 minutes, tous les événements océanographiques, à la fois en surface et en profondeur, qui ont pu être documentés dans les dernières années. J'ai pris un exemple ici. Tout à l'heure, je vous ai montré le courant des aiguilles qui est au sud de l'océan Indien. Ce courant des aiguilles, il est très important aussi pour cette circulation à l'échelle mondiale, parce que c'est une des voies de passage
d'échange en fait de masse d'eau superficielle et en subsurface entre les différents bassins océaniques, notamment le bassin Indien et le bassin Atlantique, donc au sud du cap de Bonne-Espérance. Donc ici vous avez un zoom d'une cartographie en fait qui montre une anomalie, les anomalies de température mesurées par satellite. Donc dans les infrarouges et reconstituées en fausse couleur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'essentiellement toute cette zone, eh bien, s'est réchauffée avec une variation récente en fait sur 20 ans. Ce sont les travaux d'un Français qui est exilé, mais il travaille à l'Université du Cap en Afrique du Sud, Mathieu Rouault. Et ce que Mathieu Rouault et ses collègues ont montré, c'est qu'il y a effectivement, depuis récemment, une fluctuation détectée sur 20 ans des flux d'eau. Ici, vous avez un flux d'eau transporté par le courant des aiguilles, qui est un courant en fait, qui longe en fait, l'Afrique du Sud à ce niveau-là, avec ce qu'on appelle la rétroflexion, et donc un courant de retour, mais aussi des passages d'eau de l'océan Indien vers l'Atlantique, donc des choses que nous allons revoir. Une fluctuation très importante, là c'est quasiment pic à pic, c'est quasiment un facteur 2 sur le volume transporté, toujours en millions de mètres cubes par seconde, ici il s'agit de Sverdrup. Ce changement, cette variation en fait, de flux a aussi une incidence sur les échanges de sel. Ici vous avez le flux de sel entre les deux océans et le flux de chaleur qui est aussi très corrélé avec le flux, avec les changements de température et les changements de volume qui sont indiqués ici. Donc on a des changements qui ont été détectés. Le problème, c'est que effectivement la base de données, elle ne fait pour l'instant qu'une vingtaine d'années, donc il est assez difficile en fait de voir si ce sont des tendances très lourdes à très long terme ou si il s'agit d'un petit accident. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une détectabilité justement de cette variabilité. Alors ça a une importance parce que c'est à ce niveau que se fait ce que j'ai appelé ici la fuite du courant des aiguilles vers l'Atlantique, en anglais the Agulhas leakage, parce que c'est à ce niveau-là effectivement qu'il y a passage d'eau depuis l'océan Indien vers l'Atlantique. Alors là je vous ai parlé de la circulation de ces surfaces. J'aimerais maintenant donner un exemple de fluctuation de la circulation profonde. Il y a quelques années, en 2005, eh bien, un groupe anglais a proposé, a suggéré, a publié une diminution systématique en fait, du flux d'eau profonde nord-atlantique, NADW, au cours des dernières décennies, à l'aide, en fait, leur propos était, leur démonstration était complètement fondée sur des données océanographiques instrumentales, sur un profil instrumenté au niveau de 25 nord dans l'hémisphère nord donc, de l'Atlantique, et en mesurant les paramètres océanographiques, ils ont pu calculer pour différentes périodes de temps, avec les données océanographiques qui avaient été collectées à l'époque, le transport intégré en fonction de la profondeur. Alors ici, il s'agit d'un diagramme directement tiré du papier de Bryden, qui montre en fait, en fonction de la profondeur, entre 1 km et 6 km de profondeur, le transport intégré, compté négativement lorsqu'il s'agit d'un transport vers le sud, comme il se doit, puisque c'est l'eau profonde nord-atlantique, ou un transport vers le nord, par exemple, en surface. Alors ce qu'il faut voir dans ce diagramme, et c'était ça le point du papier, c'est que on a l'impression qu'il y a une diminution de ce transport vers le sud. L'année 57 est ici, l'année 2004 est là. Donc ils ont publié donc une diminution ces dernières années de l'eau profonde nord-atlantique. Alors, comme les choses sont nettement plus compliquées, ils se sont partiellement rétractés, je dirais, sur la conclusion très forte, simple, qui avait été publiée en 2005, parce que, à la suite justement de cette première étude, ils ont proposé et réalisé un projet, ils sont en cours de réalisation d'un projet d'instrumentation sur une section atlantique à 26 nord, et les premières données qui ont été publiées ici en 2007 montrent en fait qu'il y a une extrême variabilité temporelle à très court terme du flux d'eau profonde à différentes profondeurs. Ici, vous avez un diagramme qui est directement tiré du papier de Cunningham, qui est en fait la même équipe, qui montre en fait à différentes profondeurs, à plus de 3000 mètres, entre 1000 et 3000 mètres et entre 0 et 800 mètres, le transport intégré en fonction du temps pour une période qui est très courte, de 2004 à 2005, mais on voit ici des fluctuations. Si on regarde pic à pic, les minima et les maxima, il y a pratiquement un facteur 2 exprimé ici avec des
des transports de l'ordre de plusieurs millions, de la dizaine de millions de mètres cubes par seconde. Donc il est très clair que pour avoir une petite idée de la diminution en pourcentage d'un flux intégré de l'ordre de 15-20, il faut avoir une base de données très longue que l'on n'a pas actuellement. C'est comme ça, donc il faut attendre, il faut faire confiance aux scientifiques sur le fait qu'ils ont des outils pour le faire, mais il faut attendre aussi un petit peu plus pour avoir une vue sur ce changement de la circulation thermohaline, entre guillemets. Alors, un autre paramètre, parce qu'on va en parler abondamment aujourd'hui, en particulier ce matin, qui a changé, c'est essentiellement la chimie de l'océan. On sait depuis Arrhenius, depuis Hans Suess, que le gaz carbonique, eh bien, il se retrouve, le gaz carbonique anthropique lié à nos combustions de fuels fossiles est stocké partiellement dans l'océan. Heureusement que l'océan est là parce que c'est lui qui stocke, qui a stocké en fait, si on intègre ça sur la période industrielle, il a stocké environ un tiers de nos émissions de gaz carbonique. Et c'est important qu'il soit là. Le problème du gaz carbonique serait bien pire s'il n'y avait pas l'océan, s'il n'y avait pas la biosphère aussi, sur le continent et dans l'océan. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que lorsque l'on fait des mesures océanographiques en récupérant des bouteilles à toutes les profondeurs, ici il s'agit d'une rosette avec des bouteilles qui peuvent se fermer à différentes profondeurs, il y a aussi tout un système de CTD qui permet de mesurer la conductivité, la température, la profondeur, etc. Eh bien, les scientifiques arrivent à mesurer dans l'océan les anomalies de la teneur en gaz carbonique, le total CO2 en particulier, pour faire une différence avec l'état pré-anthropique. Et lorsqu'on fait une carte, alors pour masquer, enfin pas pour masquer, mais pour s'affranchir de la variabilité très rapide, lorsqu'on fait une carte de l'inventaire en mol par mètre carré depuis jusqu'à l'année 1994, on pourrait faire l'inventaire jusqu'à l'année 2010, la figure ne changerait que très peu au point de vue structure, et on voit très clairement qu'il y a une pénétration importante du gaz carbonique, mais pas partout. Elle se fait à la faveur justement de la circulation profonde. On revoit très clairement que une grande partie du gaz carbonique est stockée à l'heure actuelle dans l'océan profond Atlantique parce qu'il y a cette plongée, cette circulation profonde. On retrouve aussi un maximum de pénétration au niveau de la plongée des eaux intermédiaires dans l'hémisphère austral, dans les trois océans. Donc des choses qui sont et une augmentation aussi pour la zone de convection des eaux intermédiaires dans le Pacifique Nord. Donc des choses qui sont cohérentes. Il faut faire, pour comprendre en fait le gaz carbonique dans l'océan, il faut aussi faire de l'océanographie physique pour comprendre comment ce CO2 se balade. Alors pour montrer aussi que malheureusement c'est un peu comme tous les autres paramètres très récents, comme la température, comme les courants, et comme aussi le niveau de la mer dans une certaine mesure, les scientifiques qui ont des outils magnifiques ont le nez collé un peu au guidon en regardant des évolutions très récentes sans avoir de longues séries de données. C'est ce qu'on voudrait, mais malheureusement on fait avec ce qu'on a. Donc une autre conséquence de la diffusion et de l'advection du gaz carbonique dans l'océan, c'est cette dissolution d'une molécule qui est aussi un acide, qui est l'acide carbonique, c'est un diacide, et ça a pour conséquence, c'est fortuit, mais c'est comme ça, le gaz carbonique est un gaz à effet de serre et un diacide, il y a une diminution du pH, qu'on appelle l'acidification de l'océan, et ce sont des choses qui ont pu être mesurées avec effectivement des bouteilles en prélevant de l'eau de mer dans différents lieux de l'océan, mais il y a aussi des stations instrumentales qui mesurent le pH. Lorsque le rapport du GIEC de 2007 avait été publié, il n'y avait que 3 longues séries de données, qui ne sont pas très longues, comme vous le voyez, 2 dans l'Atlantique, une aux Bermudes, une autre dans l'Atlantique subtropical Est et une autre dans le Pacifique à Hawaï, avec, comme on le voit, une variabilité très importante et surimposée à cette variabilité, une lente diminution qui, pour l'instant, n'est pas énorme, mais, encore une fois, qui a toute chance, malheureusement, d'évoluer vers une acidification plus importante, comme nous le verrons, en particulier avec ce que nous présentera Jean-Pierre Gattuso. Donc, beaucoup de paramètres océanographiques où l'on voit des perturbations, des fluctuations récentes. En même temps, ce qui est très difficile, c'est de distinguer dans ces fluctuations récentes les véritables tendances à long terme de fluctuations absolument normales, cycliques ou aléatoires, qui sont liées au fait que les fluides ne sont pas statiques et qu'il y a en permanence des petites perturbations. Un dernier exemple justement de perturbations récentes qui est encore sujet
à des débats quant au mécanisme, c'est la diminution qui est maintenant mise en évidence dans certaines zones de la teneur en oxygène des eaux intermédiaires. Ici, il s'agit d'une planche en fait qui résume les résultats d'un groupe américain, le groupe de Strama et al., publié en 2008, qui montre en fait que pour la zone intermédiaire, il s'agit ici en fait d'une carte de la moyenne de la teneur en oxygène à 400 mètres de profondeur dans le Pacifique. L'article a aussi pour sujet l'Atlantique, où il y a des phénomènes un peu similaires. Dans cette zone, eh bien, il y a des contrastes moyens qui sont compris, enfin que je ne vais pas commenter, mais qui sont liés à l'océanographie, à la productivité et à la dynamique de l'océan. Donc avec des contrastes en particulier ouest-est au niveau de la teneur en oxygène. Ce sont des choses qui sont quasi permanentes, ce qu'on appelle la zone de minimum en oxygène Est-Pacifique. Mais en plus de ça, depuis quelques années, eh bien, on a l'impression qu'il y a une lente érosion de la teneur en oxygène vers ces profondeurs de l'ordre de 400-500 mètres. Ici, vous avez, pour deux zones particulières, l'évolution en fonction du temps, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000 et quelques, de la teneur en oxygène exprimée en micromol par kilogramme en fonction de la profondeur, ou bon, de la pression en décibars, c'est quasiment la même chose. On voit eh bien, que cette zone de minimum en oxygène augmente en taille et qu'il y a une diminution. Alors, une des interprétations, c'est qu'il y a une stratification des masses d'eau à cause du réchauffement qui est en train de se faire et qui permet moins à l'oxygénation de se faire, à la ventilation de l'océan intermédiaire de se faire. Donc des fluctuations qui sont des mises en évidence de changements réels à la fois sur la chimie, sur la physique de l'océan, mais encore une fois, des séries qui sont souvent très courtes. Et malheureusement, ça ne permet pas justement de toujours conclure et d'étudier de façon pleine les phénomènes. Donc une des voies d'accès de recherche qui est complémentaire, qui est complémentaire et qui est aussi intéressante dans le domaine, c'est d'essayer de remonter dans le temps pour travailler sur des événements climatiques et océanographiques beaucoup plus importants au point de vue de leur ampleur. Alors, il est clair que dès que l'on fait de la paléoclimatologie, eh bien, on perd certains avantages, une résolution, une précision sur les données, mais comme les changements océanographiques ou paléocéanographiques que l'on peut considérer sur des échelles de temps de l'année jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'années sont très conséquents, eh bien, on peut regarder les mêmes phénomènes et essayer de les modéliser pratiquement avec les mêmes modèles qui vont être utilisés pour comprendre les mécanismes. Donc les deux approches sont complémentaires et un peu pour faire le pendant très rapidement de ce que je viens de vous montrer sur les événements récents documentés dans l'océan, sans trop parler des mécanismes, puisqu'il y a encore beaucoup de recherches, et puis ce sera le sujet du colloque aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. J'ai pioché un peu dans la littérature. Quelques exemples, en fait, de changements paléocéanographiques, vraiment, enfin, du même type, affectant les paramètres dont nous avons déjà parlé, mais qui affectent ça avec des changements de beaucoup plus grande ampleur, non pas pour minimiser ce qui se passe aujourd'hui, mais pour dire que avec la paléoclimatologie, on a aussi un outil qui est très puissant pour considérer des événements climatiques avec les mêmes paramètres. C'est la même Terre, c'est le même océan. Bon, il y avait des changements de conditions aux limites que l'on peut considérer dans la modélisation, mais encore une fois, ce sont les mêmes processus physico-chimiques, biologiques qui affectent, qui expliquent en fait ces phénomènes, et ces phénomènes sont bien évidemment purement naturels. Ce qui fait que c'est intéressant aussi de les considérer dans les approches de modélisation pour essayer de comprendre les mêmes mécanismes, pour distinguer, in fine, ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, alors malheureusement, une difficulté pour de la paléocéanographie, c'est qu'on ne peut pas directement, enfin, il y a quelques cas particuliers, mais en général, on ne peut pas faire des mesures directement sur l'océan. On est obligé de collecter des archives paléoclimatiques, et en particulier les archives que nous avons considérées, eh bien, ce sont des sédiments marins. Ça peut être des sédiments du fond de l'océan prélevés avec ce carottier géant du Marion Dufresne, qui est le bateau océanographique qui a beaucoup servi à la paléocéanographie à la fois en France et dans le monde. C'est un peu notre rosette de collecte d'échantillons, de collecte d'eau, sauf que l'eau, en fait, marine, n'est plus là. Alors, il y a l'eau interstitielle, mais l'eau interstitielle a complètement changé de composition, donc on peut l'utiliser dans certains cas. Mais par exemple, si on voulait connaître, si l'on veut étudier l'oxygénation des masses d'eau dans le passé, ça servirait à rien de regarder, de mesurer les teneurs en oxygène de l'eau interstitielle du sédiment, parce que ça n'a plus rien à voir avec la teneur en oxygène de l'eau de l'océan de l'époque. Donc on est obligé, c'est une autre difficulté, et je vais la passer en revue très rapidement, justement pour montrer qu'il y a des difficultés qui
entraîne une imprécision par rapport aux mesures instrumentales actuelles, mais aussi pour dire qu'on est forcé en fait d'utiliser ce que l'on appelle des indicateurs paléosonographiques ou des proxys paléosonographiques qui nous permettent en fait de remonter de façon semi-quantitative ou quelquefois quantitative aux paramètres océanographiques de dynamique de l'océan, de salinité, de température qui nous intéressent. Alors, je ne vais pas parler des paléothermomètres, il y en a une batterie, parce que la température est un paramètre fondamental pour comprendre la dynamique, la densité de l'eau de mer. Donc, je ne passerai pas en revue les différents outils que nous utilisons pour faire de la paléothermométrie océanique à la fois en surface et au fond de la mer. Mais je vais juste mentionner quelques exemples d'indicateurs paléocéanographiques qui nous permettent de remonter à la dynamique de l'océan. Alors, les paléoclimatologues et les paléocéanographes font feu de tout bois et utilisent en fait généralement des outils de physico-chimistes, quelquefois, enfin même assez souvent liés à des fractionnements isotopiques qui entraînent des gradients dans les enveloppes, en particulier dans l'océan, que l'on peut retrouver ensuite, qui sont ensuite enregistrés dans les sédiments, soit dans le sédiment minéral, soit dans des organismes, soit dans des coquilles, qui nous permettent en fait de remonter ensuite, lorsqu'on date les sédiments, aux conditions de l'époque. Ici, c'est un diagramme très simplifié qui montre ce qui se passe avec la photosynthèse à l'échelle mondiale. Lorsqu'il y a photosynthèse, il y a pompage par la biosphère à la fois continentale, les arbres, les plantes terrestres, et les plantes marines, le plancton, ces plantes vont pomper le gaz carbonique, et ce faisant, elles vont préférentiellement pomper le gaz carbonique qui a du carbone 12, créant ainsi ce que l'on appelle un fractionnement isotopique. Il y a un fractionnement isotopique de la photosynthèse qui est de l'ordre de 2% ou de 20 pour 1000, parce que la précision de la spectrométrie de masse pour mesurer le carbone 13 sur carbone 12 est très important, donc on peut aller jusqu'au centième pour 1000. Donc on a des fractionnements isotopiques entre le plancton et le CO2 qui est utilisé. Et à cause d'un effet de bilan entre la masse du plancton et la masse de gaz carbonique qui est dissous dans l'eau de mer, eh bien, les couches de surface de l'océan présentent, à cause de cet effet de bilan, le plancton pompe et fractionne à moins 20 pour 1000 sa matière organique, composée partiellement de carbone 12 et de carbone 13. Eh bien, les couches de surface présentent un gaz carbonique qui est fractionné avec un fractionnement de l'ordre de 2 pour 1000. Et ensuite, dans l'océan, à la suite de la convection et de l'advection des masses d'eau, eh bien, il y a une diminution du delta C13, de ce rapport carbone 13 sur carbone 12 des masses d'eau, du gaz carbonique des masses d'eau, qui peut être enregistré en fait par des organismes qui vivent sur le fond de l'océan. Au cours du transport océanique, il y a une reminéralisation du carbone et une diminution progressive en fait, du delta C13 au cours du temps lors de l'advection. Et on peut mesurer en fait, des delta C13, des gradients de delta C13 de pratiquement 3 pour 1000 dans l'océan actuel, qui sont tout à fait liés, qui suivent la dynamique de l'océan. Donc ça, c'est au premier ordre. Un autre isotope du carbone qui est très intéressant, qui donne accès à une constante de temps, c'est le carbone 14, qui sert à dater, mais on peut aller plus loin que la datation si on connaît l'âge, avec une méthode indépendante. On peut aussi regarder les âges apparents des masses d'eau, parce que dans l'océan actuel et dans l'océan du passé, des masses d'eau de surface ont un âge apparent qui est quasiment le même que l'âge atmosphérique, donc il n'y a pas de changement de carbone 14 entre l'atmosphère et l'océan, mais par contre, au cours du trajet des masses d'eau profondes, eh bien, il y a un âge qui va augmenter, un âge apparent dans l'océan actuel, qui peut aller jusqu'à pratiquement 2000 ans dans l'océan Pacifique Nord, et cet âge apparent, eh bien, il peut être reconstitué aussi dans le passé en utilisant des objets que l'on retrouve dans les carottes de sédiments marins, notamment ce que l'on appelle des foraminifères benthiques, qui enregistrent dans leurs coquilles à la fois le carbone 13 et le carbone 14. Donc ces deux atomes, ces deux isotopes du carbone vont nous être très utiles en paléocéanographie pour reconstituer le mouvement des masses d'eau et leur chronologie, puisqu'on a accès avec le carbone 14 au temps. Alors pour montrer que dans les masses d'eau actuelles, on peut le faire, ici je vous montre en fait des données obtenues sur de l'eau de mer actuelle, donc qui avait été obtenue dans les années 70-80 lors des programmes GeoSex, qui montrent en fait que lorsqu'on prend des bouteilles d'eau de mer, chaque petit point représente une bouteille d'eau de mer récupérée à plus de 3000 mètres de fond. Lorsqu'on fait la mesure du carbone 14, de la teneur en oxygène ou du delta C13, et que l'on représente les uns
les paramètres les uns par rapport aux autres. Ici, j'ai représenté carbone 14 en fonction de l'oxygène, delta C13 en fonction de l'oxygène. On obtient de belles droites qui montrent en fait qu'au cours de la convection profonde, il y a une reminéralisation qui a tendance à pomper l'oxygène et à faire vieillir les masses d'eau à cause de cette radioactivité qui nous donne accès justement à la constante de temps. Donc ça, ce sont deux outils traceurs palocénographiques, le carbone 14 et le delta C13, que l'on peut reconstituer à partir de mesures réalisées sur des foraminifères. Il y a de nombreux autres indicateurs palocénographiques, je ne vais absolument pas les mentionner dans le détail, mais juste pour mémoire, on pourrait citer des éléments traces comme le cadmium, on pourrait citer d'autres rapports isotopiques comme l'oxygène 18, oxygène 16, les rapports de l'azote, pour regarder des phénomènes comme la dénitrification, des mesures aussi pour reconstituer les pH avec les isotopes du bord. La dynamique de l'océan peut être aussi reconstituée avec des rapports isotopiques entre différents radioéléments comme le protactinium-thorium, comme les isotopes du néodyme. On a aussi des informations intéressantes à partir de certains métaux qui se piègent dans des zones lorsque l'oxygène est très bas dans l'océan, donc ce qu'on appelle des excès otigéniques. Donc une ribambelle en fait de marqueurs qui sont tous imparfaits, mais lorsqu'on les croise, lorsqu'on essaye, parce que la palocénographie et la paloclimatologie, c'est un peu une science de la redondance, on essaye d'avoir des informations obtenues avec des différents outils complémentaires. Lorsque l'on a une cohérence de ces indicateurs pour indiquer des changements climatiques majeurs ou océanographiques majeurs, on peut avoir un peu d'assurance que les phénomènes que l'on regarde sont effectivement réels. Alors, une façon de le faire, de montrer les changements du passé, eh bien, c'est de faire des cartographies en compilant des données obtenues sur des dizaines et des dizaines de carottages situés à différentes profondeurs pour reconstituer un certain paramètre qui est directement corrélé avec la circulation océanographique de l'époque. Ici, vous avez deux sections atlantiques, donc qui sont un peu équivalentes à ce que je vous ai montré pour la salinité et pour la température tout à fait au départ. Pour le delta C13, ici vous avez la cartographie des mesures de delta C13, de rapport carbone 13 sur carbone 12 du gaz carbonique dissous dans les masses d'eau atlantiques en fonction des latitudes et en fonction de la profondeur. Ce que l'on retrouve ici, c'est que on peut matérialiser avec le delta C13, comme avec la salinité, cette eau profonde nord-atlantique qui correspond à un maximum du delta C13 vers 2-3 000 mètres de profondeur. Donc ça, ce sont des mesures qui ont été réalisées sur l'eau de mer actuelle pour démontrer un petit peu la puissance de l'outil. Et voici l'équivalent, en fait, pour la période du dernier maximum glaciaire, réalisé à partir de carottages qu'on voit très mal ici. Tous les petits points blancs, on les voit beaucoup plus mal dans l'autre région, correspondent à une carotte. Chaque petit point blanc correspond à une petite carotte qui a permis de faire une mesure pour cette période de temps du delta C13. Et ce qu'il faut voir, justement, dans cette cartographie, c'est que la dynamique avait changé à l'époque. Il y avait une beaucoup plus grande importance de l'eau antarctique de fond que l'on voit ici, avec des valeurs beaucoup plus basses de delta C13 et une remontée en fait de l'eau nord-atlantique. Quasiment, il s'agissait d'une eau intermédiaire, d'une plongée d'eau intermédiaire, parce qu'elle plongeait à l'époque à une profondeur de l'ordre de 1000 à 1500 km. Donc un changement océanographique important. Je ne vais pas entrer dans les détails, il y a beaucoup de modélisations qui ont été réalisées pour essayer de comprendre les choses. Une autre, tout à l'heure, je vous ai parlé du courant des aiguilles. On peut, en sélectionnant des carottes stratégiquement situées dans l'océan mondial, essayer d'étudier certains événements, et en particulier la dynamique de certains courants marins. Alors c'est ce qu'on a fait, et puis d'autres collègues aussi l'ont fait, en particulier des Allemands, ont réalisé en prélevant, en fait, en utilisant des carottes du Mont du Frêne, prélevées à différents endroits stratégiques en fait, du courant des aiguilles, qui est représenté ici, au sud de l'Afrique, avec le courant des aiguilles qui ensuite retourne vers l'océan Indien, mais pas complètement, parce qu'il y a un passage d'eau avec formation d'anneaux, de tourbillons qui vont se propager et qui vont donner, en fait, propager de la chaleur, du sel. Alors ici, il s'agit d'une photo satellite de la chlorophylle qui montre la dynamique actuelle. On voit très clairement les méandres et la zone de confrontation en fait entre des zones qui sont très peu productives, qui sont relativement chaudes, et une zone très productive en chlorophylle qui correspond à la zone qui est située au sud du front subtropical. Donc on a à l'heure actuelle une zone de confrontation. Et ce qui nous intéressait en prélevant une carotte en amont et en regardant ce qui se passait sur des carottes qui sont situées en aval de ce courant, de cette rétroflexion,
eh bien, c'était de voir si le comportement glaciaire-interglaciaire était différent. Et effectivement, il l'est, et globalement, bon, ici je ne vais pas rentrer dans les détails, en plus on voit assez mal les zones en grisé. Ici, il s'agit en fait d'une reconstitution sur pratiquement 800 000 ans. En paléocénographie, on a comme convention souvent de mettre le temps évoluant de droite à gauche, avec les temps les plus élevés ici en milliers d'années, 800 000 ans, jusqu'à l'année 0, le présent est ici. Donc ici, ce que vous avez, ce sont des fluctuations. Pour l'œil exercé des gens qui travaillent en paléoclimatologie, ils reconnaissent tout de suite des fluctuations glaciaires-interglaciaires. Ici, il s'agit de la dernière grande glaciation. On va pratiquement de 0 à 800 000 ans. Ici, il s'agit des carottes de glace antarctiques sur les mêmes échelles de temps. On retrouve exactement les mêmes événements glaciaires-interglaciaires, mais en plus, on retrouve aussi des événements beaucoup plus froids qui correspondent en fait à une remontée vers le nord de la zone de confrontation entre le courant des aiguilles et le front subtropical. Et pratiquement, il y a eu des périodes glaciaires pendant lesquelles le passage entre l'océan Indien et l'Atlantique était pratiquement bloqué. C'est quelque chose que l'on peut voir parce qu'il y a une remontée en fait, de la zone très productive que l'on peut regarder avec certains marqueurs de productivité, mais en plus, on peut considérer les gradients de delta C13 entre les océans Atlantique et Pacifique. C'est effectivement ce qui est représenté ici. Pendant certaines périodes, lorsque le front subtropical était remonté pratiquement d'une dizaine de degrés de latitude vers le nord, on avait un effondrement du gradient entre les océans Atlantique et Pacifique au niveau du delta C13. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu être documenté avec des carottages. Des collègues allemands ont pu regarder encore, ont une vue en fait complémentaire du phénomène. Eux se sont focalisés en fait sur des carottages qui sont situés en aval de la zone de rétroflexion du courant des aiguilles, avec ce passage d'eau de l'océan Indien vers le Pacifique, vers l'Atlantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, cette eau, les anneaux en fait qui sont propagés depuis l'océan Indien jusqu'à l'Atlantique, contiennent une faune de foraminifères qui sont endémiques à l'océan Indien. Donc on retrouve localement ce qui est appelé une faune, la faune du courant des aiguilles, on la retrouve aussi dans l'Atlantique. Alors ici, il s'agit en fait, encore une fois, obtenu sur des carottes, les comptages des différentes espèces de foraminifères planctoniques mesurés dans une carotte au cours des derniers pratiquement 600 000 ans. De 560 000 avant maintenant jusqu'à la période actuelle. Donc on voit des fluctuations des différentes espèces. Mais ce qui est important, en fait, c'est la courbe rouge en fait, qui présente... Bon, là, le détail n'est pas donné sur les espèces. Ici, j'ai mis une photo d'une espèce particulière et typique de cette faune endémique de l'océan Indien qui peut passer de l'océan Indien vers l'Atlantique à la faveur, justement, de ces anneaux des aiguilles. On voit qu'il y a d'énormes fluctuations et pratiquement, pendant certaines périodes, il y avait un effondrement du passage entre l'océan Indien et l'océan Atlantique au niveau de ce courant des aiguilles. Donc des choses que l'on peut matérialiser et mettre en évidence de façon très nette. Alors, il y a d'autres perturbations climatiques. Là, je vous ai parlé de fluctuations glaciaires-interglaciaires. Les périodes anciennes, justement, sont très intéressantes parce qu'il y a eu aussi des phénomènes encore plus rapides, encore plus abrupts que les phénomènes glaciaires-interglaciaires. On pourrait se dire, bon là, il s'agit de phénomènes qui agissent sur des dizaines de milliers d'années, ça ne nous concerne que très peu, mais la paléoclimatologie permet aussi de mettre en évidence des fluctuations qui sont quasiment, pas instantanées, mais qui interviennent à l'échelle de la vie humaine, hein, sur des décennies, avec des phénomènes de premier ordre. Alors c'est effectivement le cas pendant la glaciation, il y avait aussi des perturbations en Atlantique qui étaient liées aux calottes de glace de l'époque. Aujourd'hui, elles ont disparu, en particulier la calotte laurentide qui était située sur le continent canadien. Il y en avait une aussi sur la Scandinavie de l'époque, et de façon pas périodique mais irrégulière, tous les quelques milliers d'années, eh bien, cette calotte laurentidienne perdait de la masse de façon très significative sous forme de flux d'iceberg. Ces icebergs, en fait, on peut les matérialiser dans les sédiments parce qu'ils rabotaient en fait le socle rocheux, et on retrouve en fait des petits grains de quartz qui sont vraiment faciles à mesurer et faciles à repérer dans les sédiments marins. Donc on retrouve ces sédiments détritiques directement issus de la calotte laurentide, et on peut les retrouver pratiquement à l'échelle de l'Atlantique Nord dans son ensemble, pratiquement de l'ouest jusqu'à l'est, jusqu'à pratiquement la zone au niveau du Portugal, de la marge ibérique et quasiment du détroit de Gibraltar. Donc on avait une propagation à très grande échelle de ces icebergs pendant certaines perturbations rapides liées à ces mouvements, à ces pertes de masse de la calotte laurentide. Et ces différents événements, que l'on appelle des événements de Heinrich,
eh bien, ont eu une influence notable, en fait, sur la convection de l'océan Atlantique, cette fameuse convection avec ses plongées en Atlantique Nord, qui alimente cette circulation thermohaline, entre guillemets, de façon périodique. Ici, il s'agit d'un diagramme en fait, qui résume sur les derniers 120 000 ans ce qui s'est passé dans l'Atlantique Nord à ce niveau. J'ai pris quelques exemples de cours, mais on pourra en montrer des dizaines d'autres. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, mes barres grisées sont très peu apparentes sur ce diagramme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve dans les carottages, que l'on date en fonction du temps, ici de zéro, de la période actuelle jusqu'à pratiquement 120 000 ans, on retrouve en fait des fluctuations très importantes du taux de ces petits grains liés aux icebergs, sous forme d'événements de Heinrich que j'ai soulignés ici par des barres grisées que l'on voit très mal, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, etc. Et pendant ces périodes de Heinrich, eh bien, il y avait une diminution très importante dans les sédiments de notre traceur de l'intensité de la circulation profonde, qui est le delta C13, le rapport carbone 13 sur carbone 12 des foraminifères benthiques, que l'on peut retrouver justement de façon très nette aussi dans les températures, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, une influence directe de la dynamique de l'océan profond sur les flux de chaleur, et donc il est très logique en fait d'observer des changements de température dans l'Atlantique Nord. C'est quelque chose de très généralisé. On retrouve des changements de température de l'ordre de plusieurs degrés Celsius en Atlantique Nord, que l'on retrouve aussi sur le continent européen et sur le Groenland. On voit exactement les mêmes événements. Donc des choses qui, au premier ordre, sont effectivement pilotées en partie par l'océan et par sa dynamique interne. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des papiers encore plus récents qui montrent en fait qu'il y a carrément eu, avec d'autres indicateurs, en particulier le protactinium tutorium, qu'il y aurait eu pendant ces événements carrément une inversion du courant. Bon, ça c'est de nord-sud, il était passé à sud-nord pendant les périodes de Heinrich, en particulier la période Heinrich I. Bon, des choses détaillées, récentes, mais que je n'ai pas le temps de commenter. Des choses aussi se sont passées dans les zones, dans les autres océans. C'est ça qui est très intéressant, c'est que même s'il y a un phénomène avec cette débâcle d'iceberg qui affecte la salinité, la densité de l'eau de mer et la convection profonde, eh bien, on a aussi une téléconnexion et des événements océanographiques qui vont avoir lieu dans les autres océans, et en particulier dans les océans comme le Pacifique et l'océan Indien. Et une des choses qui est tout à fait manifeste maintenant, c'est que, de façon, bon, encore une fois, je ne vais pas l'expliquer ici, mais il faudrait aborder justement les modélisations qui ont été effectuées sur le sujet, et elles sont effectivement là. Et essentiellement, les données nous montrent en fait que pendant ces périodes d'effondrement de la circulation atlantique pendant les événements de Heinrich, ici vous avez encore, là c'est tiré d'un travail où l'illustration des âges est quand même très mauvaise. Ici on va de 0 jusqu'à 100 000 ans avant le présent. On retrouve encore une fois pour mémoire les températures au Groenland avec les carottes de glace groenlandaises pour les températures. Ce qui est vu ici en fait ce sont les delta C13 de l'océan profond Atlantique, avec les zones marquées en vert, ce sont ces effondrements de la circulation profonde atlantique. Et bien pendant ces événements, il y avait une augmentation de la circulation de la ventilation en fait des eaux intermédiaires de l'océan Indien. C'est quelque chose qui est manifeste lorsque l'on considère les courbes de delta C13. On a carrément une anticorrélation entre la zone intermédiaire et la zone profonde de l'Atlantique. On a cette baisse de la convection Atlantique Nord profonde a favorisé en fait à la fois dans le Pacifique et dans l'océan Indien la convection intermédiaire. Ça a eu aussi une influence sur la teneur en oxygène et le pH des masses d'eau en profondeur. Ici, c'est un diagramme en fait, qui compile des données que nous avons obtenues sur un carottage situé directement dans la zone de minimum de l'océan Indien, au niveau pratiquement de 20 nord, dans la mer d'Arabie. Ici, vous avez une cartographie, une section en fait, pour l'océan Indien de la teneur en oxygène en fonction de la profondeur, avec un minimum très creusé. Nous avons collecté une carotte dans cette zone-là, et ce que nous avons vu, c'est effectivement totalement en phase avec ces phénomènes de débâcle glaciaire atlantique qui affectent la convection profonde. On a une augmentation de l'oxygénation dans la zone intermédiaire que l'on peut retrouver avec des marqueurs en fait, de phénomènes comme la dénitrification, avec des mesures du delta N15, mais on peut retrouver aussi l'influence que ça a pu avoir sur le pH des masses d'eau, que l'on peut considérer de façon assez simple en regardant, en mesurant la préservation des carbonates avec une très haute résolution. On voit ici des mesures de carbonates sur ces échelles de temps, ici de 0 à 40 000 ans. On retrouve en fait un maximum de la teneur en carbonate
pour tous les événements de Heinrich qui correspondent à un maximum de l'oxygénation des masses d'eau intermédiaires. On retrouve aussi des carbonates qui généralement ne sont pas préservés, ce que l'on appelle l'aragonite, qui est très sensible à la dissolution. Donc on a des maxima de préservation dans cette zone. Donc des choses qui affectent aussi la biodiversité, ça on va y revenir aussi ensuite aujourd'hui. On a effectivement, sur ces échelles de temps, concomitant avec les événements de Heinrich, on peut matérialiser des changements drastiques en fait, des populations de plancton. Dans les mêmes carottes que ce que je vous ai montré tout à l'heure, où l'on a pu mesurer des paléotempératures avec des marqueurs chimiques, eh bien, on peut étudier aussi l'abondance des différentes espèces de plancton, du phytoplancton ou du zooplancton. Ici, il s'agit juste de deux courbes qui montrent l'abondance dans les mêmes sédiments de deux foraminifères qui se ressemblent comme ça de loin, mais qui sont très différents pour ce qui concerne leur écologie. Et on voit très nettement que leur variabilité d'abondance, leur présence, est complètement dominée par ces fluctuations dites de Heinrich, qui affectent donc la biodiversité dans son ensemble. Un dernier paramètre que je voulais mentionner dans le contexte justement de ces différentes fluctuations que l'on peut étudier avec des outils de paléoclimatologie, mais encore une fois pour des événements qui sont naturels, eh bien c'est le niveau de la mer. Le climat glaciaire permet d'étudier des variations de premier ordre en fait, du niveau marin qui sont parfois très rapides. Alors ici, il s'agit, pour l'illustrer, d'une compilation en fait, des données pour la dernière grande déglaciation qui a eu lieu depuis pratiquement 21 000 ans avant le présent jusqu'à la période actuelle. Alors ici, le temps évolue de gauche à droite, parce que l'auteur a préféré le faire dans ce sens-là. Peu importe, mais il s'agit en fait de voir essentiellement que le phénomène a une dynamique qui est très importante. On parle ici de pratiquement 140 mètres de changement du niveau de la mer à l'échelle mondiale, que l'on peut regarder avec des carottages réalisés à la Barbade, à Tahiti, en Nouvelle-Guinée, etc., etc. C'est cette remontée du niveau marin qui est de l'ordre de 140 mètres, 130 mètres, elle correspond en fait à la disparition d'énormes calottes de glace qui étaient situées à l'époque sur le Canada et sur la Scandinavie. Donc ce sont des phénomènes que l'on comprend, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est intéressant à considérer pour essayer de comprendre la dynamique d'une calotte de glace et sa relation avec le niveau marin, en particulier parce qu'on a pu mettre en évidence en fait des phénomènes d'accélération, en particulier un événement au milieu de la déglaciation, avec des taux de remontée de l'ordre de plus de 50 mm par an, ce qui est colossal. Donc des choses que l'on essaye de comprendre aussi avec la modélisation. Alors pour faire la transition un petit peu avec la journée, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est qu'on peut avec, d'une part, les données récentes, eh bien, commencer à voir des changements qui interviennent dans l'océan mondial, à la fois dans ses paramètres de dynamique océanographique et biologique, mais que la paléocéanographie permet aussi d'étudier des mécanismes importants, et ces mécanismes, en particulier pour le niveau de la mer, interviennent encore à l'heure actuelle. Les changements du niveau de la mer liés à la fonte de ces grandes calottes de glace interviennent localement, régionalement, encore à l'heure actuelle. On peut, pour s'en convaincre, en fait, regarder ce qui se passe dans différentes zones du globe. À l'heure actuelle, on a des zones qui remontent, des traits de côte qui remontent, des traits de côte qui redescendent, et ceci n'étant pas lié à une augmentation, à une évolution du niveau marin à l'échelle mondiale qui est parallèle, qui est surimposée à ces phénomènes, mais on a une mémoire de la Terre qui se matérialise par une remontée de certaines zones, notamment les zones qui étaient situées sous les calottes, et des zones où carrément le continent plonge, qui sont représentées ici en bleu. Donc pour comprendre en fait les changements du niveau marin actuel, il faut absolument avoir en tête les changements du niveau marin passé qui ont eu lieu pendant la glaciation pour essayer de les modéliser avec des modèles de géophysique qui sont complètement calés, ajustés sur les données géologiques. Donc ici, vous avez deux vues qui représentent en fait les évolutions en millimètres par an de l'évolution des traits de côte liés à ce phénomène de mémoire terrestre. Et on peut convertir en fait cette carte en termes de masse. Ici, c'est la même carte exprimée, comme on ne voit pas les échelles, c'est exprimé ici en millimètres, en équivalent de millimètres d'eau. Mais essentiellement, on a des zones qui remontent, des zones qui plongent à cause de cette mémoire de la Terre. Donc même si, enfin, d'une part, c'était là où je voulais en terminer, les données paléocéanographiques permettent d'étudier des phénomènes paléoclimatiques qui concernent le même océan, les mêmes paramètres que l'on peut essayer de modéliser pratiquement avec les mêmes modèles. Il est aussi intéressant de considérer que certains paramètres n'ont pas terminé d'évoluer et qu'il est intéressant de les considérer au même titre que les données actuelles et les projections futures. Donc voilà quelques conclusions pour résumer. Je crois que j'ai été un peu long
comme d'habitude, mais les conclusions préliminaires du colloque, parce qu'encore une fois, tout le colloque va probablement avancer dans ces différentes voies, en fait. Le rôle de l'océan est absolument fondamental dans le stockage et le transport de la chaleur, de la matière, en particulier l'eau et le gaz carbonique. Il y a de nombreux exemples récents de variations de l'océan. Le problème, c'est que les séries temporelles sont souvent très courtes, trop courtes. On aimerait en avoir plus, on aimerait carrément qu'elles soient doubles au point de vue de leur longueur ou plus. Mais il y a une complète complémentarité des données paléoclimatiques qui permettent en fait de regarder, avec un rapport signal-bruit qui n'est pas si mauvais que ça, des événements qui affectent les mêmes paramètres, avec le même océan, avec des conditions limites un peu différentes, mais ce sont les mêmes modèles qui peuvent être utilisés pour comprendre et faire des projections. Voilà, je vous remercie de votre attention.